Ouagadougou abrite depuis ce jeudi et ce jusqu'au samedi prochain un symposium régional sur la cohésion sociale, paix et société. Les détails dans ce journal. Et le 30e anniversaire de l'Alliance des femmes évangéliques du Burkina Faso, l'ouverture de la convention, hier aussi du 75e anniversaire avec notre envoyé spécial Moïse Kinda. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Prévention et élimination de la violence basée sur le genre au Burkina Faso. Nous sommes à l'atelier de restitution des résultats de l'étude menée sur le sujet par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA, en collaboration avec la Fondation Trust Africa. On découvre le compte-rendu de cette rencontre avec Odette Zongena, Yannick Kabore. Après l'atelier d'études exploratoires mené en 2018 sur la problématique des violences basées sur le genre, l'heure est à la restitution des résultats. Le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA, accorde une place de choix à la question du genre et de la violence qui demeure son défi fondamental et majeur. Eu égard aux causes profondes du phénomène, le CIFDA espère des actions fortes des acteurs clés pour ainsi prévenir, voire éliminer ces violences. Vous n'êtes pas sans savoir que les causes fondamentales d'ordre culturel notamment pèsent énormément sur la question donc des violences basées sur le genre. Et quand on parle des violences basées sur le genre, il ne s'agit pas seulement des violences faites aux femmes, mais ça concerne aussi des violences qui sont faites aussi aux hommes. Donc la question du genre donc, englobe tout. Ce sont les violences faites à l'un ou l'autre sexe en considération donc du sexe. Et donc, il était important de faire cette étude exploratoire pour permettre aux différents acteurs intervenant dans ce domaine, aussi bien les acteurs publics que les acteurs donc, de la société civile, de mieux orienter les actions, aussi bien de prévention que les actions de lutte contre ces violences-là. L'étude a été réalisée grâce au concours de l'organisation Trust Africa, une fondation panafricaniste qui accompagne tant dans le renforcement de capacités que d'assistance technique, voire d'octroi de subventions. Toutes les initiatives africaines faisant des questions de droits de l'homme son cheval de bataille. La recherche en fait cible 5 régions du Burkina, la région des Cascades, le Haut-Bassin, le Nord, le Centre-Nord et le plateau central. Et une des premières choses que l'on peut remarquer à la lecture de ce rapport, c'est que les violences basées sur le genre sont très prévalentes dans le contexte intime, en fait, le contexte familial. Et très souvent, les auteurs de ce type de violence sont soit les épouses, soit encore les personnes qui sont très proches aux victimes, notamment les femmes ou les jeunes filles. Selon le rapport, en fonction des différents types de violences, de causes ou d'auteurs, le taux de prévalence varierait selon les différentes régions. Et compte tenu de l'ampleur de la question, les deux partenaires veulent davantage unir les efforts et impliquer les politiques ainsi que la société civile pour ainsi endiguer les violences basées sur le genre au Burkina Faso. Ouagadougou abrite depuis ce jeudi et ce jusqu'au samedi 23 septembre le symposium régional sur la cohésion sociale, paix et sécurité. Une rencontre qui vient à point nommé selon les organisateurs au vu de la situation socio-sécuritaire des pays du G5 Sahel. Les conclusions de ce symposium seront remises aux différents gouvernements des pays de cette partie de l'Afrique pour sa mise en œuvre. Le point sur ce symposium avec Delphine Banissi, Jonas Tondé. 72 pour se pencher sur les questions de cohésion sociale et de vivre ensemble. Cela se passe dans la capitale burkinabé dans le cadre du symposium régional de Ouagadougou initié par le gouvernement burkinabé en collaboration avec l'association Dialogue sans frontières fondée par l'ambassadeur Philippe Sawadougou. Pour la ministre déléguée chargée de la cohésion sociale Madiara Sano, cette rencontre permettra de prolonger et de renforcer les capacités des participants sur les questions de vivre ensemble, surtout dans un contexte de déplacés internes et de terrorisme.
Patronné par le président du Faso, représenté par le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré, ce symposium régional de Ouagadougou est un moyen d'interpellation à l'endroit des populations pour la promotion d'une culture de la paix, selon le chef du gouvernement. Je me réjouis de souligner que le gouvernement du Burkina Faso, sous l'impulsion de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, a entrepris un vaste chantier en faveur des zones touchées par l'extrémisme violent. Notre engagement dans ce combat contre le terrorisme s'est traduit par la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets opérationnels. C'est le cas du programme d'urgence pour le Sahel et le programme d'appui au renforcement de la sécurité intérieure du Burkina Faso, qui sont des réponses appropriées aux préoccupations des populations locales. Ces politiques publiques en faveur des populations des zones affectées enregistrent aujourd'hui des résultats satisfaisants. Nous devons donc mutualiser nos efforts afin de prendre le dessus sur les forces du mal, l'obscurantisme et le fatalisme. C'est dans cette optique que la présente réunion organisée par le gouvernement, avec l'appui par le gouvernement du Burkina Faso, avec l'appui de l'ONG Dialogue sans frontières, vise à explorer toutes les pistes susceptibles de faire de la cohésion sociale non seulement un principal vecteur de paix, de tolérance et de vivre ensemble, mais aussi un instrument de confiance mutuelle retrouvée. Ainsi, tous les pays membres du G5 Sahel, d'ailleurs représentés à ce symposium, sont fortement encouragés à adopter un comportement qui privilégie le dialogue, la recherche de la cohésion sociale, le vivre ensemble afin d'arriver à bout des fléaux qui minent nos sociétés, en l'occurrence le terrorisme et le grand banditisme. Les participants donc à ce symposium régional de Ouagadougou devront à l'issue des panels et ateliers dégager des conclusions et recommandations pour atteindre la cohésion sociale dans cette partie de l'Afrique. Lesquelles recommandations sont d'ailleurs vivement attendues par le gouvernement du Faso, a laissé entendre le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré. Le président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques a ouvert hier, au site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu, ici à Ouagadougou, la convention marquant le 30e anniversaire de l'Alliance des femmes évangéliques du Burkina Faso. Le reportage est de Moïse Kinda. 1999-2019. L'Alliance des femmes évangéliques du Burkina Faso a 30 ans et pour la célébration de son 30e anniversaire, elle tient depuis hier une convention nationale au site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu ici même à Ouagadougou. L'Alliance des femmes évangéliques regroupe 14 associations féminines des églises et missions évangéliques du Burkina Faso pour accompagner la Fédération des églises et missions évangéliques dans les actions d'évangélisation, d'édification en faveur des femmes. Les objectifs globaux poursuivis par l'AFE, FEME, BF, Pakwa Burkina, sont d'ordre spirituel, socio-éducatif et socio-économique. Sur le plan spirituel, l'AFE FEME Pakwa Burkina œuvre à promouvoir l'unité du corps de Christ. À cet effet, elle accompagne la FEME dans les actions d'évangélisation et d'édification en faveur des femmes. Dans le domaine socio-éducatif, elle entend promouvoir la formation, l'éducation et l'encadrement de la gente féminine en vue de faire d'elles des leaders accomplis pour l'œuvre de Dieu. Sur le plan socio-économique, la FFME-BF Pakwa Burkina participe au développement social, économique et culturel des femmes du Burkina Faso. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été fait durant ces 30 ans.
5 jours durant, les participantes auront droit à des enseignements sur le thème de Philippiens 3,16, je cite, « Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Et ce sont les docteurs Daniel Kambou, Étienne Zongo, Saba Salam et Nicolas Sawadro qui auront la lourde tâche de dispenser ces enseignements. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus, nous rendons grâce à Dieu notre Père, pour le fait que l'Alliance des femmes évangéliques a été d'un support inestimable au niveau de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Comme j'ai déjà eu à le dire, les femmes constituent une part importante des fidèles de nos églises et à ce niveau, elles apportent leur partition et elles amènent une contribution très importante dans le développement des églises. Vous n'êtes pas sans connaître que les femmes dans les églises jouent d'abord le rôle de monitrices dans les écoles du dimanche. Donc elles s'occupent dans un premier temps de façon exceptionnelle des enfants. Parce qu'il est du rôle de la femme dans les familles de participer à l'éducation des enfants. Enfin, je dois vous dire que toutes les actions que nous menons au niveau de la Fédération des Églises et Missions évangéliques doivent être soutenues par la prière. Alors, les femmes sont vraiment pieuses. Et ce sont les femmes, dès lors que nous avons une activité, c'est à elles que nous demandons de prier. C'est elles qui plient le genou et qui prient pour que nous puissions avancer dans toutes les activités et dans tous les ministères, dans tous les services que nous voulons rendre à la société et également à toute l'Église. Une cérémonie d'ouverture qui a vu la présence effective des présidents des dénominations membres de la fédération et des autorités politiques et administratives. La clôture est prévue pour ce dimanche à 8 h au site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu, où toutes les femmes sont conviées. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et chaque continent y va avec le maximum de produits ou services à vendre au reste du monde. L'Afrique ne veut pas rester en marge de ce grand rendez-vous de donner et de recevoir. Lors du dernier week-end de la mode tenu à Lagos au Nigeria, les participants ont fait honneur aux œuvres confectionnées à la main, Made in Africa. Suivez plutôt. L'artisanat africain, nouvelle destination de la mode et du raffinement. Des robes vaporeuses aux ensembles recherchés en passant par cette combinaison, les participants au dernier week-end de la mode de Lagos ont fait honneur aux œuvres confectionnées à la main. L'actrice et designer américaine Rosario Dawson est convaincue que l'artisanat africain est l'expression même du luxe. C'est différent de ne pas utiliser du plastique et des huiles et de produire le tout à la chaîne. Il y a une grande différence lorsque quelque chose est fait à la main, touché avec amour par une personne vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Ils sont enthousiastes à l'idée de créer quelque chose qu'ils savent que quelqu'un d'autre va apprécier à sa juste valeur. Le luxe, c'est quand quelque chose est fait à partir de rien et quand la valeur de tous les acteurs est reconnue du terrain au consommateur. Voilà la vraie valeur. La Lagos Fashion Weekend vise directement les aficionados de la mode, mais aussi les consommateurs de tous les jours. Les professionnels présents lors de l'événement se félicitent d'être en mesure de pouvoir participer à ce type de rencontres sur le continent. Je pense que la chose que l'Afrique a en plus, c'est l'artisanat. Et beaucoup de gens fabriquent des choses de leurs mains. Vous, par exemple, vous avez une très belle étoffe à dire avec une cravate teinte. Les motifs batik sur votre wax sont tous faits main. Je pense qu'en termes de luxe et en termes de mode, c'est la raison pour laquelle les gens viennent aujourd'hui en Afrique. C'est clairement pour le fait main et l'artisanat.
Les produits de l'artisanat africain connaissent une nouvelle jeunesse dans l'univers de la mode et du luxe. En témoigne la multiplication des plateformes en ligne spécialisées dans le commerce des produits féminins importés du continent. Appui à la corruption en Afrique du Sud sous l'ère Jacob Zuma, la Commission sud-africaine de la concurrence a saisi la justice pour lancer des poursuites contre 13 banques, dont 3 sud-africaines. Cette action a été appuyée ce lundi par un député britannique, ancien membre de la lutte anti-apartheid, invité à témoigner sur ce sujet. La corruption sous l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été facilitée par les banques, les entreprises et les gouvernements étrangers. Lundi, le député britannique Peter Hain a transmis un courrier à la commission d'enquête sur la capture de l'État présumé. Le document porte sur 3 institutions, HSBC, Standard Chartered et la banque indienne Baroda, ainsi que les principaux dirigeants. Le parlementaire les désigne comme coupables directs du pillage du trésor sud-africain sous l'ère Zuma. Peter Hain a été invité à témoigner parce qu'il a déjà mené une enquête au cours de laquelle il a désigné plusieurs entreprises comme complices du vaste système de corruption alors en vigueur en Afrique du Sud, c'était il y a 2 ans. Selon lui, les entreprises concernées ainsi que les banques ont tiré profit de cette situation. Il ajoute que la famille Gupta n'aurait jamais pu accumuler cette richesse illicite si les entreprises et les banques ne lui étaient pas venues en aide. Ancien militant anti-apartheid, le parlementaire britannique Peter Hain a appelé toutes ces institutions à coopérer afin que toutes les personnes impliquées dans la capture de l'État en Afrique du Sud soient traduites en justice. Tout semble aller pour une bonne tenue de la présidentielle en Algérie ce 12 décembre. Lors d'une de ses régulières allocutions prononcées à l'occasion d'une visite de terrain, le chef d'état-major de l'armée salue l'élan populaire suscité par cette présidentielle. Le chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah, homme fort de facto de l'Algérie, s'est réjoui mardi de ce qu'il considère comme l'élan populaire suscité par la présidentielle du 12 décembre. Le général Gaïd Salah a dit, et je cite, sa grande admiration et fierté pour cet élan populaire qui s'est propagé à travers le pays avec des marches populaires spontanées soutenant l'armée et la tenue de la présidentielle. Sur le terrain, les 5 candidats à la présidentielle de décembre sont aux prises avec des manifestations d'hostilité. Leurs meetings, peu courus du reste, se tiennent sous forte protection policière, même si les médias algériens ont fait état ces dernières semaines de quelques manifestations de soutien au scrutin à travers le pays. Mais la comparaison ne tient pas avec les cortèges massifs et hebdomadaires du Irak. Le mouvement de contestation du régime né en février qui estime que la présidentielle veut régénérer un système politique dont ils exigent le démantèlement. Parlons histoire pour finir. En 1811, l'Amérique esclavagiste vivait la plus grande révolte de son histoire. La révolte de la Nouvelle-Orléans, débutée le 8 janvier 1811, avait coûté la vie de plusieurs révoltés. Devenue aujourd'hui une histoire, des centaines de personnes se mobilisent en Louisiane pour célébrer la liberté tout en revivant cette révolte. Reconstituer le plus important soulèvement de personnes esclavagisées aux États-Unis pour célébrer la liberté. Des centaines de personnes se mobilisent en Louisiane pour revivre la révolte de 1811, au cours de laquelle des esclaves noirs ont pris des armes afin de briser les chaînes de la servitude. Nous avons des fusils ici, et ce ne sont pas tous de vrais. Il y aura quelques vrais le jour de la représentation, mais j'ai pu gérer les non létaux, c'est très bien. Les participants arboreront aussi des costumes d'époque, au son de la machine à coudre. Les volontaires travaillent depuis de longues semaines à reconstituer les simples vêtements des esclaves du 19e siècle aux États-Unis. Plus que de simples ateliers de couture, il s'agit surtout d'un engagement militant. Le fait est que les esclaves n'ont pas seulement pensé à leur statut individuel de victime, mais aussi perçu qu'ils avaient un moyen de prendre les choses en main, de se mobiliser et de se libérer eux-mêmes et de mettre fin à l'esclavage.
Je pense que c'est une histoire qui doit être racontée. L'événement prévu sur 2 jours, entre le 8 et le 9 novembre, a été imaginé par l'artiste Dred Scott et documenté par le réalisateur John Akomfra. Pour eux, la reconstitution de la rébellion de 1811 vise à replacer les personnes en situation d'esclavage au centre de l'histoire abolitionniste américaine. Cette reconstitution va refaire vivre la plus importante révolte des personnes esclavagisées dans l'histoire des États-Unis. Nous allons avoir des centaines de personnes en costume d'époque qui vont marcher sur plus de 40 km dans les faubourgs de la Nouvelle-Orléans. Si la reconstitution promet d'être joyeuse, l'histoire de la révolte elle-même est plus sombre. L'événement fit 2 victimes blanches, alors que 98 insurgés furent tués à la suite de la trahison d'un des conspirateurs. C'est tout pour le rendez-vous d'information de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.